Si Starscream est l'un des personnages les plus populaires de la licence Transformers, les Seekers qui l'accompagnent, principalement Skywarp et Thundercracker, sont également plutôt appréciés et récurrents dans nombre d'histoires. Ils permettent de créer de nouveaux soldats pour l'armée de Megatron, d'avoir un design déjà établi et qui ne diffère qu'au niveau des couleurs, tout en ayant des personnalités et caractéristiques propres pour chacun. Skywarp possède notamment des pouvoirs de téléportation, Thundercracker est l'un des Decepticons les plus honorables, bref, c'est assez simple sur le papier de broder des choses autour d'eux. Pourtant, en dehors des médias G1, on ne peut pas dire qu'ils aient eu des rôles majeurs dans la licence, excepté en comics où là pour le coup, encore aujourd'hui chez Skybound, l'un comme l'autre sont très importants. S'il y a bien un type de média Transformer qui s'est fait connaître pour parfois recycler des designs et créer de la chair à canon pour l'armée des Decepticons, ce sont les films. Modéliser un robot en CGI est extrêmement coûteux, et l'animer l'est tout autant. C'est notamment pour ça qu'on a vu plusieurs persos, comme les Constructicons, Sideways ou même Shockwave, avoir leur modèle 3D partiellement réutilisé pour créer de nouveaux soldats, économisant ainsi du temps aux artistes et animateurs pour des éléments qu'on voit majoritairement en background. C'est notamment aussi pour ça qu'on a des tas de protoformes Decepticons dans les deuxième et troisième films, plus facile à designer, plus facile à intégrer. Mais donc, c'est là que je pose la question à $1 million, pourquoi s'être embêté à faire tout ça, alors que la licence avait déjà le concept parfait pour créer une armée à Megatron, à savoir les Seekers. Rien que dans la première génération, on compte pas moins d'une vingtaine de Seekers différents qui apparaissent tout au long de la série. La raison pratique à leur existence était qu'à l'époque, il y avait beaucoup plus de jouets à vendre du côté Autobots que Decepticons, créant ainsi un déséquilibre auquel les scénaristes de Marvel et les animateurs de la Toei ont dû remédier en créant de nouveaux clones de Starscream, Skywarp et Thundercracker dans des couleurs différentes. Ça permettait de grossir les rangs et de créer des ennemis un peu génériques. Plus ou moins toutes les œuvres de fiction impliquant des armées ont ce genre de concept. Les Stormtroopers, les clones ou les droïdes dans Star Wars en sont un excellent exemple. En bref, c'est les ennemis de base. On a beau aussi avoir vu des groupes tels que les Vehicons, les Terrorcons ou autres être introduits, les Seekers gardent, notamment dans les médias basés sur la G1, une place importante pour l'armée Decepticon de Megatron. Et ça m'amène donc à la question du jour, pourquoi les Seekers ne sont jamais apparus à l'écran? Les plus tatillons me diront que dans l'univers des films, les Seekers ce sont les anciens Decepticons au service du Fallen, comme Jetfire ou Ransack. Seekers, pal, oldest of the old. Certes, alors je reformule du coup. Pourquoi des personnages comme Skywarp et Thundercracker, n'étant visuellement que des clones de Starscream, n'ont jamais eu l'occasion d'apparaître à l'écran, alors même qu'à de multiples reprises, d'autres personnages ont vu leur design être recyclés de manière bien moins pertinente. L'explication que certains seraient tentés de sortir, c'est que Michael Bay cherchait à emmerder grosso modo les fans de la G1 et a donc refusé de céder à leur demande. C'est tentant, je le sais, mais je ne crois pas que ce soit la vérité, pour la simple et bonne raison que si jamais il avait vraiment voulu troller les fans, il aurait fait comme avec Shockwave, à savoir les inclure dans le film et réduire leur rôle au maximum. Non, ce que je pense, et ça n'engage que moi, c'est qu'aux yeux de Paramount et aux yeux des équipes ayant travaillé sur les films, le design de Starscream est trop sacré pour être réutilisé ou cloné. Ouais, ce bon gros Doritos de l'espace, l'un des symboles de l'esthétique polémique des films de Bay, est trop iconique pour être réutilisé. Souvenez-vous, lors de mon analyse sur Blitzwing l'an dernier, on avait vu que Travis Knight évoquait déjà cela lors de la sortie du film Bumblebee. Il a rendu hommage aux Seekers de la G1, mais ça ne pouvait pas être le design de Starscream, car Starscream était, je cite, trop iconique dans le Bayverse. Peut-être donc que c'est la philosophie qui a fait que jamais Skywarp ou Thundercracker ne sont apparus dans la saga de Michael Bay. Pourtant, ça ne veut pas dire qu'ils sont totalement absents de celle-ci, car ils jouent un rôle dans son univers étendu, car si les scénaristes et Michael Bay n'ont jamais intégré ces personnages au canon des films, Hasbro et les auteurs de comics ont su saisir l'opportunité d'avoir ces derniers dans la saga. Comme pour Devastator, dont on a parlé il y a quelques semaines, Skywarp et Thundercracker apparaissent donc chacun dans plusieurs médias différents, les comics IDW, les comics des magazines officiels ou encore dans plusieurs jeux vidéo, tous dérivés des films. Toutes ces histoires ne sont pas forcément cohérentes entre elles, donc à vous de vous faire votre propre sauce pour savoir ce que vous souhaitez garder ou non.
Tout d'abord, pour Skywarp, il apparaît dans les comics des magazines officiels publiés entre le deuxième et le troisième film. Il supervise notamment la réparation de Devastator, en cours de reconstruction dans les montagnes de la Colombie-Britannique au Canada, dissimulé par une couverture nuageuse artificielle. Mais Stratosphère le découvre lors d'une patrouille et fait l'erreur d'attaquer aussitôt, Skywarp esquivant facilement les tirs et le neutralisant. L'autobot parvient néanmoins à contacter le Nest pour demander une frappe aérienne sur site. Les deux bots se livrent bataille et Stratosphère parvient à l'emporter en faisant s'écraser Skywarp, suite à quoi ce dernier est capturé par les humains et emmené en détention. Comme quoi, les humains qui emprisonnent des Decepticons, ça n'est visiblement pas un truc exclusif à The Last Knight. Sa prison, située en Afrique du Sud, il parvient à s'en échapper grâce à Bludgeon, qui était en train de former une équipe de Decepticons, défiant l'autorité de Megatron. N'ayant d'autre choix, il le rejoint alors, puis tente plus tard de convaincre l'Autobot Blazemaster de changer de camp. Peine perdue cela dit, car Bludgeon finira par être tué par Megatron, ce qui laisse dubitatif sur le sort que connaît Skywarp dans cette timeline. Dans les comics préquels au film, publiés par IDW cette fois, Skywarp est un membre de la force de défense de Cybertron, l'instance militaire suprême de la planète, sous l'autorité de Megatron, participant notamment à la défense de son monde face à l'invasion d'une espèce alien. Lorsque la guerre civile finit par éclater, entre Optimus et Megatron, il se range sans surprise du côté des Decepticons, son rôle durant celle-ci n'étant pas détaillé. Les événements des comics IDW et des comics des magazines officiels prennent place à des époques différentes. Je pense qu'on peut donc, dans le cas de Skywarp du moins, imaginer qu'ils puissent se passer dans la même timeline, en gros. Pour ce qui est de Thundercracker, son rôle est bien plus important, notamment entre le premier et le deuxième film. Sur Cybertron, il occupe globalement le même rôle que Skywarp, ayant également fait partie des forces armées avant de rejoindre le mouvement Decepticon de Megatron. Plus tard, lorsque la guerre civile vivait peut-être ses derniers jours, Optimus Prime expulsa le Allspark dans l'espace et conduit ainsi leur monde à être largement privé d'énergie, pour éviter que l'artefact ne puisse tomber entre les mains des Decepticons. On voit notamment Thundercracker prendre part à une embuscade visant un groupe d'Autobots qui cherchait à dérober des ressources dans la capitale des Decepticons, la ville de Triptychon. Alors que d'autres Decepticons partent pour la Terre à la recherche du Allspark et de Megatron, Thundercracker resta à bord d'un vaisseau dissimulé sur la planète Mars avec pour seule compagnie Hardtop. Lorsque Starscream revient sur la Terre avec la dépouille de Frenzy suite au premier film, Thundercracker l'amène à bord pour qu'il puisse être réparé dans un premier temps. Pendant que Starscream lui parle de ses projets pour recréer Cybertron, son nouveau commandant en second est davantage préoccupé par son nouveau mode alternatif ainsi que ce qui est arrivé au Allspark. Alors qu'un groupe d'Autobots les attaque, Thundercracker envoie ses troupes en avant de lui-même intervenir, tuant Airred et Camshaft avant de blesser grièvement Cliffjumper, son arrogance l'empêchant de l'achever et le mettant en danger face à Arcee. Starscream, agacé, fut alors contraint d'intervenir pour le sauver. De retour sur Cybertron, Thundercracker s'impose alors comme un second tout à fait efficace pour les Decepticons dirigés par Starscream. Mieux encore, il défend son chef face à la rébellion orchestrée par Dreadwing et Ramjet, entre autres, déclarant vouloir s'occuper personnellement de Dreadwing, même si c'est finalement Starscream qui régla son compte à ce dernier, satisfait cependant de voir la loyauté affichée par son bras droit. Toujours entre les deux premiers films, Thundercracker retrouve la trace du vaisseau d'Arcee. Désireux de régler ses comptes et de se venger, il se ferait tout seul un chemin à travers ce dernier, jusqu'à ce qu'il la retrouve. On ne voit pas les détails de ce qu'il lui a fait, si ce n'est un aperçu de sa rage et de la violence, mais on voit le résultat. Il amène alors ses restes à l'avant-poste qu'il commandait, afin que le scientifique Decepticon Flatline puisse mener des expériences sur elle. Thundercracker reconnaît s'être un peu emporté en la neutralisant. Ouais, juste un peu. De quoi bien nourrir du coup le désir de vengeance d'Arcee, possédant désormais 3 corps avec également Chromia et Elita One. Elle parvient à prendre le dessus sur lui, le contraignant alors à la fuite. Et assez étonnamment, alors que d'autres comics se sont sortis entre le deuxième et le troisième opus, on ne revoit jamais Thundercracker. Ou peut-être que si en fait, mais on y reviendra. Du côté des jeux vidéo, Thundercracker est présent aux côtés de Shockwave notamment, dans l'adaptation PSP du tout premier film, étant son bras droit, et possédant au passage un design inédit, partiellement inspiré de la première génération.
Pour Skywarp, c'est un peu différent, car il est l'un des boss du jeu Transformers Human Alliance. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, il s'agit d'un jeu d'arcade développé par Sega et sorti entre les deuxième et troisième films, permettant aux joueurs de se battre face aux Decepticons à 1 ou 2 joueurs, et je ne crois pas que ces bornes malheureusement soient arrivées jusque chez nous, mais elles ont assurément été présentes aux États-Unis et en Asie à l'époque. Il y aurait beaucoup à dire sur ce simple jeu, mais pour rester dans le sujet de la vidéo, Skywarp y apparaît avec une apparence assez inspirée de son premier jouet des films, dérivé donc de Starscream sans trop de surprise, car même un simple petit jeu d'arcade a compris que c'était facile de faire des Seekers en live action. Chose encore plus appréciable, il a bel et bien ses pouvoirs de téléportation, comme dans l'AG1. Comme dit plus tôt, Thundercracker était peut-être présent en fait dans les films. Beaucoup de fans pensent en effet, à tort ou à raison, que le personnage était présent dans le 3e film du Bayverse, Transformers Dark of the Moon. Mais pourquoi en fait? Très clairement, il n'apparaît pas à l'écran, et tout ce qu'on a de lui, c'est une figurine, étant un repaint de Starscream évidemment. Pour le coup, on est là simplement sur une figurine faite pour capitaliser sur une autre déjà existante, à l'image de plein d'autres personnages à avoir été commercialisés en jouet, mais jamais apparus ni même avoir été envisagés pour apparaître à l'écran. Cependant, en 2018, Hasbro va un peu plus loin en commercialisant un Thundercracker dans la gamme Studio Series, une gamme censée mettre à l'honneur des personnages vus dans les films justement. Mieux, il est présenté comme ayant combattu dans la bataille de Chicago, et a même eu pour l'occasion un tout nouveau visage, dérivé de Starscream, mais avec des traits encore plus insectoïdes, c'est le moins que l'on puisse dire. D'ailleurs, s'il est dérivé de Starscream au niveau du visage, son design global est repris du KSI Boss de Transformers 4 et Nitro Zeus de Transformers 5, même si ses couleurs sont pour le coup globalement celles de Thundercracker, faut le dire. Alors qu'on se le dise bien, non, ce jouet ne prouve pas que le personnage était censé apparaître dans le 3e film. Tout au plus, c'est un retcon pour indiquer qu'il était en fait présent, mais que l'on ne l'a simplement jamais vu. Mais quand on regarde le développement de Dark of the Moon, sa production et les divers concept art, il n'a jamais été question que Thundercracker ou les Seekers soient dedans. On peut évidemment se poser la question de la pertinence de cette figurine alors, surtout dans une gamme censée être screen accurate, et alors que c'était vraiment le tout début de la gamme Studio Series à l'époque. Ça serait oublier que ce n'est pas une première, et que dans le cas de Thundercracker, c'était une figurine exclusive au magasin Toys R Us à l'époque, donc pas la peine justement que ce soit un personnage réellement apparu à l'écran. Tout ça pour dire, Thundercracker, il n'a jamais été dans Dark of the Moon, mais rétroactivement, libre à vous de dire que cette figurine confirme ou non la participation de ce Decepticon à la bataille de Chicago, car après tout, on sait qu'il y avait au moins une centaine de Decepticons présents sur place, donc pourquoi pas s'imaginer que dans l'eau il y avait Thundercracker, voire même d'autres persos, Skywarp, même Astrotrain, certains imaginent. Bref, ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo pour ce dernier. Si le Bayverse n'a jamais intégré les Seekers de la G1 dans la saga, ça a au moins eu l'avantage de laisser le champ libre à Travis Knight pour les présenter dans son film Bumblebee, et ce, dès la scène d'introduction. À l'image de la première génération, ces derniers composent donc la majorité de l'armée des Decepticons, avec un nouveau design que je trouve personnellement excellent. Ça, c'est le genre de résultat qu'on obtient quand on tente de rester fidèle à l'esprit des persos originaux, tout en y apportant une dose de modernité. Aussi bien Blitzwing dans un mode terrestre que les autres dans des formes cybertroniennes sont des réussites totales à mes yeux, et j'adorerais les revoir dans un futur film en live action. Thundercracker et Skywarp sont aperçus dans les séquences sur Cybertron, avec plusieurs soldats portant leurs couleurs, sans doute pour des questions de budget. Donc quand on voit Bumblebee tuer ce qui semble être Skywarp, je pense que ça n'était qu'un clone quelconque. Voilà donc pour cette nouvelle vidéo analyse, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, et n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement pour soutenir la chaîne, ça aide beaucoup à la faire progresser. Sur ce, on se dit à très vite pour du nouveau contenu, c'était Magnus, ciao!